Pour ma part, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit dont j'entends beaucoup parler. Par contre, j'entends pas du tout parler de ça dans ma famille. J'en entends parler surtout sur les réseaux sociaux, à travers des threads ou des vidéos de bombardements. Du coup, après j'en parle, on en parle. C'est un sujet qui revient tout le temps dans les conversations, que ce soit avec nos amis ou peu importe. Et du coup, c'est un sujet important. Avec toute sa complexité et toutes les thématiques qu'il aborde, c'est un conflit qui peut vraiment nous aider à développer notre questionnement philosophique et notre esprit critique. Israël, Palestine. De tout. De tout. Tous les côtés du mur. Les côtés du mur. De tous les côtés du mur. Un podcast qui vous plongera à travers le projet Israël-Palestine pour mieux comprendre. Un voyage à travers nos rencontres, nos visites, nos découvertes, nos questionnements et l'expérience humaine vécue dans ce projet. Let's go! Épisode 2, à travers les différents narratifs. Nous sommes bruxellois, on est belges. Pourtant, le conflit israélo-palestinien qui se passe à des kilomètres de nous, pourquoi est-ce qu'on s'identifie tellement à soit le peuple palestinien, soit le peuple israélien? Pour ma part, si je m'identifie à ce conflit, c'est parce que je suis moi-même musulmane. Et je pense que dans la réalité des choses, on s'identifie tous à ce conflit parce que on retrouve une part de nous quelque part là-dedans, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on ait des ancêtres qui ont été colonisés. Je suis ni juive ni musulmane. J'habite pas en Palestine, j'habite pas en Israël. Je suis pas directement touchée par ce conflit, mais juste j'ai des amies qui sont musulmanes, qui sont palestiniennes, qui sont juives, et ça me touche forcément, vu que quand on touche à mes amis, ça me touche moi aussi. Moi, pendant 1 an, j'ai travaillé sur ce projet. Il y avait plein d'explications qu'il nous donnait, il nous expliquait vraiment dans les détails, mais je n'arrivais pas à me dire « Ok, j'ai compris ». Je comprenais ce qu'il disait, mais pas comme maintenant. Par exemple, quand il disait « Ok, en arrivant à l'aéroport, il y aura un contrôle, faites ci, faites ça ». Je ne réalisais pas encore, mais une fois que j'étais sur le lieu et que j'ai vu comment ça marchait, si j'étais à PX, j'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu à l'aéroport. J'ai vu le racisme qu'il y a et le fait que je suis venue sur place et j'ai vu de mes propres yeux, je peux avoir un avis plus ouvert que si j'étais à Bruxelles. Du coup, je pense que toutes les explications que j'ai eues à Bruxelles, je les ai en tête, mais les comprendre mieux, ce sera que ici. C'est des moments que je ne veux pas rater. Si j'ai une carte mémoire dans mon cerveau, j'aurais enregistré chaque moment, comme ça, chaque fois que je me rappelle d'un truc, juste appuyer et dire « Ah oui, je me souviens de ça ». Tout d'abord, je vous rappelle qu'on est à Jérusalem, on est dans le secteur arabe de la ville, donc on est à Jérusalem-Est. On va se rendre à Ramallah, et donc je vous invite à regarder attentivement où se trouve Ramallah sur la carte. Pour reprendre, il y a 3 zones. Il y a la zone A. La zone A, c'est toutes les grandes villes palestiniennes. Par exemple, si vous regardez sur votre carte, les grandes villes palestiniennes, c'est Ramallah, Bethléem, Jéricho, ainsi de suite. La seule ville où il y a une colonie, hier Simone l'a expliqué, c'est Hébron. La zone B, c'est ce qu'on appelle la périphérie de la ville. Donc vous êtes dans une zone où l'armée israélienne et l'autorité palestinienne collaborent ensemble pour la sécurité. On est bien d'accord que c'est Israël qui a la main, mais les Palestiniens collaborent étroitement avec les Israéliens. Et la zone C, qui est la plus grande zone en Cisjordanie, elle est contrôlée exclusivement par l'armée israélienne. D'après vous, autour de Ramallah, on est en zone A, en zone B ou en zone C? A. C'est... C'est une grande ville palestinienne. Les A lèvent la main. Autour de Ramallah. Autour. Du coup, on va être en zone C. Donc, je vais vous demander d'observer attentivement les routes et les panneaux. Et puis quand on va arriver à Kalandia, qui est le poste de passage pour aller vers Ramallah, je vais vous demander d'observer votre environnement et de regarder quels sont les gens qui sont bloqués au poste frontière. Bonne matinée à vous. On est dans un endroit rempli de collines, de rochers, de pierres
des oliviers un peu partout. On voit plusieurs groupes de personnes. On voit des échelles. On voit les gens qui récoltent. Et là, on est venu cueillir des olives. Et je suis hyper touchée par rapport au travail qu'ils réalisent. Parce que moi, après 2 minutes, je suis déjà fatiguée, j'avais mal au bras. Et j'imagine pas, eux, toute la journée, sont là. Et ils n'ont pas d'heure limite. Ils travaillent à longueur de journée sous le soleil. Et c'est un exemple, on peut dire. Vraiment. J'ai l'impression que je partage leur histoire en venant sur leur territoire. Et en fait, ils ont le droit à cette terre 3 jours par an. Et du coup, ils n'ont pas le temps de cultiver le sol et de tout nettoyer et tout. Et en même temps, en faire la récolte. Ils ont dit que les colons ils mettaient des tentes illégales là-bas alors qu'ils n'ont rien à faire ici. Ils aimaient trop venir les déranger pendant qu'ils sont là. Et en fait, il y a la sortie ici pour aller vers Ramallah, c'était à 7 minutes avant, ils l'ont fermé. Et du coup, le seul moyen de venir, c'est par là. Et eux, ils doivent descendre en bas pour cueillir les olives. Et du coup, c'est plus facile de se faire attaquer. Et du coup, ça craint avec les colons et tout qui les attaquent. Ils ne peuvent pas être au top de leur performance. D'accord. Je vous remercie à tous d'être là et de pouvoir voir dans quelles conditions ils vivent et à quel point c'est difficile. Avant, ils avaient l'occasion de venir une dizaine de jours ici et de pouvoir cueillir des olives et tout tranquillement, entre guillemets. Maintenant, ils ont le droit qu'à 3 jours. En plus, il y a les colons qui les attaquent. Et du coup, ils ont dit qu'ils sont en sécurité avec nous parce qu'on est plus et ils sont plus à l'aise. Et il espère que la prochaine fois qu'on se reverra, ça sera en paix et qu'ils auront récupéré ce qui était à eux. Voilà. Ça m'attriste. Surtout pour ces jeunes qui veulent se défendre. Certes, c'est leur terre, mais je me dis qu'ils ont tellement un avenir à construire. Ils ont beaucoup à donner. Mais le problème, c'est que tu vois, quand tu es dans une terre comme ça, tu n'as pas d'avenir. Voilà, c'est ça. Ils n'ont rien, frère. Dis-toi, ils ont 3 jours pour cueillir des olives. Ils sont bien, juste qu'il y a une autre partie qui les empêche d'être eux-mêmes et de vivre en paix. Ce que je trouve vraiment horrible, c'est la pression qu'il y a parce que quand on cueillait les olives, on voyait au loin sur la montagne des colons et c'était des ados. C'était genre une dizaine d'ados qui venaient, qui regardaient, et puis ils étaient assis là avec leur drone, et puis ils essayaient de venir nous embêter avec leur drone. Et le truc, c'est que quand on devait partir, en fait, on faisait exprès de marcher lentement. Et du coup, je trouve vraiment, vraiment horrible que ces gens aient peur, déjà pour leur vie. On nous a raconté qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a des fermiers qui ont été agressés par les colons, et avoir peur pour leur récolte aussi, alors que c'est vraiment leur seul moyen de vivre, de gagner un peu d'argent, et qu'en plus leur temps est limité pour les cueillir et ils sont pas beaucoup et c'est des situations rudes c'est vraiment c'est horrible. Faut bien réfléchir, se faire une réflexion, être en face de la situation et voir le pour et le contre, essayer de comprendre. Et comme ils ont dit, il n'y a pas du noir, il n'y a pas du blanc, c'est une nuance de gris. Donc il faut comprendre les deux parties. Et là, on a vu les Palestiniens et tout. Peut-être on va aller chez les Israéliens, on va dire « Ah, eux aussi, les pauvres, non, ils ont ça et tout ». On voit qu'il y en a, ils peuvent vivre en paix, mais ça dépend. Du coup, selon moi, le conflit israélo-palestinien, c'est 2 États qui se disputent pour un même territoire. Terre volée. Injustice. Colonisation. Territoire. Victime. Pouvoir. Je me retrouve ici au cœur de Tel Aviv et on l'entend très bien avec toutes ces voitures, tout ce mouvement. Il fait assez beau, même un peu trop lourd, on sent l'humidité, on n'est pas très loin de la mer. Tel Aviv, on l'a vu, c'est une grande ville, très grande ville qui va vite. On peut très vite comparer ça à Bruxelles qui est aussi une grande ville, voire même Paris. Et quand on sort de ce boulevard, on pourrait même aller plus loin et dire comparer ça à Miami ou à Los Angeles, tellement les buildings sont nombreux et immenses. On en voit partout et chaque fois l'architecture est totalement différente. C'est assez incroyable à voir. Est-ce que vous vivez à Tel Aviv ? Alors, je ne vis plus à Tel Aviv, j'y ai vécu pendant 4 ans. Là, je suis à Ra'anana, qui est la banlieue de Tel Aviv, en fait, voilà. Et la vie est plutôt agréable, bien. Moi, je sais que ce qui m'a marqué quand je suis arrivée ici, c'était l'énergie positive. C'est-à-dire que c'était une ville très jeune, très dynamique.
et où les gens étaient très libres dans leur tête beaucoup plus qu'à Paris. C'est-à-dire qu'il y a moins d'étiquettes, de trucs fermés, les gens sont tout le monde s'en fout un peu de ton apparence ou pas ton apparence, ou de ce que tu fais ou pas. Il y a une espèce de dynamisme comme ça qui m'a assez séduite. Sinon, qu'est-ce que vous pensez du conflit entre Israël et Palestine? Alors, ça c'est une question compliquée, vaste. Moi, ce que je vois dans mon quotidien de femme qui vit ici, maintenant qui suis israélienne, franco-israélienne, mère d'enfants ici, ça me fait peur parce que j'ai pas envie que mes enfants fassent l'armée, et j'ai surtout pas envie qu'ils voient des choses dures, et je pense que toutes les mères de tous les côtés ont le même sentiment. Après, moi, de ce que j'en vois, je vois un gâchis et quelque chose de dommage. Parce que, en fait, ce pays, c'est extraordinaire, je trouve, ce qu'il est devenu et ce qu'il a, et les richesses qui sont possibles, et le bien vivre qu'on peut réellement avoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'État d'Israël qui occupe l'État d'Israël colonisateur? Qu'est-ce qu'il en est d'Israël en dehors de ses frontières reconnues? Je ne suis pas une spécialiste, c'est comme si tu parlais à Madame Michu. Moi, je suis vraiment Madame Michu dans la rue. Non, mais voilà. Pour moi, ce n'est pas un pays colonisateur, parce qu'il y avait effectivement des frontières qui ont été données en 1948. Ensuite, il y a eu des guerres. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand ils ont partagé ce territoire, en fait, en enlevant les Anglais d'ici, ils ont partagé un territoire et ils ont donné un pays à deux nations qui n'avaient pas de pays à l'époque, c'est-à-dire les Juifs qui vivaient ici et les Palestiniens qui vivaient ici, d'accord? Donc en fait, ces deux pays n'avaient pas de pays, n'avaient pas de drapeau, n'avaient pas de monnaie officielle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore d'État. Le fait que l'ONU ait voulu se décharger peut-être de l'Holocauste, ou je ne sais, en donnant un pays aux Juifs, qui n'avaient aucun pays dans le monde, ça a donné l'opportunité aux Palestiniens aussi d'avoir un pays alors qu'ils n'en avaient pas. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que quand tu avais ces deux pays, en fait, du coup, tous les pays arabes autour ont attaqué Israël en disant non, il est hors de question qu'ils existent, ils n'auront pas de pays. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une guerre. Cette guerre a été perdue par les pays arabes et gagnée par Israël, miraculeusement, à mon sens. Et du coup, il y a des territoires qui sont gagnés. Mais comme dans toute guerre et tout pays dans le monde, quand quelqu'un attaque quelqu'un et qui perd la guerre, en général, du coup, il y a des territoires qui sont en fait des territoires, ce qu'on appelle sécuritaires. C'est-à-dire que pour éviter que tu puisses te faire recoloniser tout de suite, tu gardes un espèce de territoire. Après, sur la question de fond politique, est-ce qu'aujourd'hui, il faut garder ces territoires ou pas? Pour quelles raisons l'État d'Israël garde des territoires ou pas? Ça, c'est des questions qui sont différentes. Et c'est pas ça la bonne question à se poser, parce que c'est ce qui fait que les gens comme vous pensent qu'Israël est un pays colonisateur. Ce n'est pas un pays colonisateur, c'est un pays qui a répondu à une guerre qui s'est fait attaquer et qui a juste gagné la guerre. Une fois qu'il a gagné cette guerre et gagné ses territoires, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde ou pas ces territoires? Idéologiquement, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça, c'est une autre question, et ça, c'est une bonne question à mon avis. Mais de partir du fait qu'Israël est colonisateur et trucs, je pense que c'est un mauvais point de vue qui fait que les gens pensent mal et du coup voient sur un mauvais prisme l'État d'Israël, et ce qui est dommage. Hello guys, so how are you? I wanted to know, what is the name of each of you? My name is Malak. My name is Habiba. My name is Sarah. And my name is Kayan. Guys, what is the most important thing to know about the state of Israel for you? It's like not that good country, Ce n'est pas un si bon pays. On a tout le temps des problèmes avec l'armée israélienne, ce qui n'est pas bien. Pas tout le monde est libre ici. Les Arabes et les musulmans n'ont pas beaucoup de liberté ici. On ne peut pas faire certaines choses que ceux qui ne sont pas Arabes peuvent faire. On ne se sent pas toujours libre en tant qu'Arabe en Israël. Parfois oui, parfois non. Israël est un bon pays, mais pas pour les Arabes et les musulmans. Ils ne nous veulent pas ici, même si c'est notre pays, et que ce sont eux qui y sont installés après. Ils ne nous veulent pas dans notre propre pays. C'est comme si on venait chez toi et qu'on te disait de dégager. Gouvernement. Organisation mondiale. Angleterre. Du coup, selon moi, le conflit israélo-palestinien vient du fait que l'Angleterre a trahi les Palestiniens et les Arabes pour donner la terre aux Israéliens, ce qui a amené à ce conflit, à ces guerres. Mais il y a aussi les Israéliens, malgré le petit territoire qu'on leur a donné, ils voulaient toujours avoir de plus grands territoires. Et donc maintenant le partage est inéquitable en fait, tout simplement.
entre les Palestiniens et les Israéliens. Pour moi, le conflit israélo-palestinien, c'est un dilemme entre réparation et justice. Réparation envers les Juifs qui ont subi partout en Europe des génocides, de la discrimination et qui voudraient avoir une terre où ils se sentent en sécurité. Et justice envers les Palestiniens qui, à l'époque de la création de l'État d'Israël, ne savaient pas vraiment ce qu'était un État, ce qu'était un gouvernement et se sont vus prendre leur terre par des gens qui avaient déjà une idée de comment fonctionnait une société occidentale et un gouvernement démocratique. Pour moi, ce conflit, déjà, c'est un conflit politique, mais aussi territorial, ethnique et de religion. Parce que même si on parle souvent des deux États qui s'opposent et des territoires israéliens et palestiniens, il y a aussi des discriminations entre les Arabes et les Israéliens, mais aussi avec les religions. Jérusalem, ça va rester ancré dans ma mémoire. En fait, c'est la ville qui m'a tourmenté, qui a commencé en fait à faire le travail de changement, de perception du conflit. On est dans une ville donc déjà divisée en deux au niveau économique. On voit que les infrastructures ne sont pas les mêmes selon que l'on est à l'est ou à l'ouest. On est dans une ville qui est divisée en limite district, quartier, quartier arménien, quartier juif, quartier peuplé principalement de musulmans, quartier chrétien. On est confronté à des limites qui sont invisibles en fait. Ils sont littéralement, c'est des rues, on passe une rue et on se retrouve avec des juifs orthodoxes. Et on passe la rue, on se trouve avec des orthodoxes arméniens. On m'avait toujours dit oui, c'est une ville sainte, c'est l'endroit où aller. Et en fait, j'ai été très vite dégoûté de la ville. La vieille ville, c'était principalement la vieille ville bien sûr. Et donc j'arrive avec ma mentalité de oh c'est une ville sainte, c'est censé être même limite pur, limite innocent. Et en fait on se retrouve avec plein de gens, des touristes, des religieux qui ne font pas attention en fait avec les gens avec qui ils vivent. On a eu aussi des moments où on a senti le conflit, littéralement. On a visité d'autres villes et c'est pas aussi violent que Jérusalem. J'ai été déboussolé car d'un côté, on a une police israélienne, des soldats israéliens très violents, et d'un côté, on a aussi des policiers jordaniens qui sont aussi, plutôt une sécurité qui s'appelle la Waqf et qui s'occupe des lieux saints. Et très violent aussi avec nous, et on était en mode ok, en fait même ceux qu'on pensait en fait être les gentils, les victimes, peuvent être en conflit avec nous, et ce n'est pas une question en fait d'essence même de la personne, c'est une question de comportement, c'est une question aussi de perception de l'autre en fait. J'arrive dans la vieille ville, j'arrive dans le quartier juif et je parle à des juifs qui sont hyper gentils. C'était des juifs orthodoxes. Au début, j'ai des préjugés. Je me dis, c'est des gens violents, c'est des gens qui votent à l'extrême droite, au Likoud et autres. Et en fait, je me retrouve avec des gens qui me font, hey, how was your day? Donc, on parlera plutôt de posture, la posture du militaire qui doit faire respecter l'ordre, peu importe la personne qu'il a devant lui. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut interroger. Il y a la posture du militaire, mais aussi la posture des civils en général. Quand je rentre par exemple au Saint-Sépulcre et que je me dis que c'est un lieu saint, c'est un lieu magnifique, j'ai envie même de participer à leur engouement et qu'on nous pousse que une personne lambda, c'est même pas un soldat, c'est ni un militaire, c'est quelqu'un qui vise une personne voilée, qui lui dit de sortir, tu sais où elle est ta place, et tu n'es pas censé être ici. J'ai l'impression que tout le monde était un peu frustré. Je pense que c'est du coup très compliqué de vraiment choisir un camp et de dire qui a raison. Parce que dans les deux cas, il y a une raison pour cette recherche de terre au Moyen-Orient. Il y a des gens qui pourraient vous dire « Oui, mais pourquoi est-ce que les Israéliens voudraient cette terre ?» Ils vont vous dire
parce qu'ils veulent la terre qui leur a été promise dans leur livre. Et les Palestiniens, vous pourriez leur demander mais pourquoi ne pas immigrer dans un autre pays arabe? Ils vont vous dire c'est la terre de mes ancêtres. Donc en soi, qui a raison, on ne sait pas vraiment. Je constate que ce que disent les médias en Belgique n'est pas toujours la vérité. J'ai pu visualiser la situation de mes yeux et j'ai constaté que nous ne sommes pas les mieux placés pour parler de la situation et réussir à la changer. Par contre, je pense que nous pourrions, suite à ce voyage, changer la vision des plus jeunes parce qu'il est mieux de faire des enfants forts que de réparer des adultes cassés. De tous les côtés du mur, un podcast réalisé dans le cadre de la 7e édition du projet Israël-Palestine pour mieux comprendre. Avec la participation d'Adriana, Fontaine, Asna, Jennifer, JN, Malika, Mariama, Rania, Reda, Sarah et Walid. Un projet porté par IM, Atelier Podcast et Réalisation Urbanisation SBL.